Pierrick Courbon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors on va parler d'avenir bien entendu, mais on va aussi parler du passé et du présent. On est en janvier, c'est encore la date, l'époque des vœux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2024 qui commence ? Souhaiter comme à tout le monde des vœux de bonne santé et puis de joie et d'épanouissement personnel et familial. Et puis surtout, on peut espérer que l'année 2024 sera moins pire que l'année 2023 pour notre ville de Saint-Étienne. Il y a malheureusement beaucoup de raisons d'être inquiet avec une actualité qui est pour le moins morose, une actualité aussi nationale et internationale qui est anxiogène. Donc on va essayer de continuer de travailler pour modestement, à notre niveau, essayer tout simplement d'améliorer la vie de nos concitoyens. C'est moi le sens de mon engagement politique en tant qu'élu, essayer de faire en sorte que le quotidien soit un petit peu moins difficile et pénible pour celles et ceux qui vivent sur notre territoire. À Saint-Étienne, vous êtes conseiller municipal d'opposition, on va y revenir, et puis vous êtes aussi également élu au conseil départemental de la Loire. J'avais une petite question peut-être un peu technique. Quelle est la différence finalement entre conseil départemental et avant conseil général? Est-ce qu'on a changé de terme parce que les métropoles ont pris plus de place ou alors c'est l'évolution normale? Alors, il y a eu effectivement un changement de nom qui a été entériné de mémoire, ça devait être en 2015, au moment où on a changé le mode de scrutin pour élire les conseillers départementaux, anciennement les conseillers généraux, quand ils ont commencé à être élus en binôme, 2 par 2 sur chacun des 21 cantons de la Loire. Et effectivement, ce changement de nom et ce changement de mode de scrutin est surtout intervenu au moment où les compétences du Conseil général ont fortement évolué, avec un certain nombre d'évolutions législatives, et en particulier une fameuse loi dont on a beaucoup parlé il y a quelques années maintenant, qui s'appelle la loi NOTRe, et qui a transféré un certain nombre de compétences des départements, à la fois à la région, en particulier en termes économiques ou en termes de transport, et puis aussi progressivement, un certain nombre de compétences des départements ont été absorbées par les métropoles, là où il y a des métropoles, et c'est le cas dans la Loire, où sur le périmètre de Saint-Étienne Métropole, pas mal de compétences, en particulier par exemple sur les fonds d'aide aux jeunes en difficulté, sur la prévention spécialisée et sur la voirie aussi, ont été transférées, absorbées par la métropole, et ce qui a un petit peu vidé le département de sa substance sur ces territoires. Mais le département reste tout à fait utile dans le quotidien des gens. On dit souvent que c'est la collectivité des solidarités humaines, c'est la collectivité du social, parce que c'est effectivement le département qui s'occupe d'un certain nombre de prestations, que ce soit sur la petite enfance, que ce soit sur les questions d'insertion et de retour à l'emploi, et aussi, surtout, sur les questions liées à l'autonomie et des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. C'est une grosse partie du budget, et c'est malheureusement des dépenses qui vont aller grandissant dans les années qui viennent. Donc là aussi, au département, il y a beaucoup de défis et d'enjeux pour les années qui viennent. Plus de dépenses, et j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de recettes, ça va être compliqué là aussi. Alors ça va être très compliqué parce que notamment ces dépenses sociales, ce sont des dépenses obligatoires, c'est-à-dire qu'elles sont finalement imposées par un certain nombre de réglementations, de dispositions législatives, et on sait que puisqu'on vit plus longtemps, puisqu'on a une population au niveau national, mais particulièrement dans la Loire, qui est vieillissante, ce sont des dépenses qui vont croître mécaniquement dans les années qui viennent, avec une situation budgétaire qui est compliquée pour les départements, puisqu'ils ont perdu quasiment toute autonomie fiscale. Et donc, quand on a des dépenses qui croient et des recettes malheureusement qui stagnent, eh bien, il faut faire ensuite des choix politiques, faire des économies sur un certain nombre de dépenses qu'on peut estimer plus ou moins prioritaires ou obligatoires. C'est ce qu'on fait, nous, dans l'opposition, avec le groupe Loire en commun, qui est un groupe de forces de gauche et écologistes. Quand on mène la bataille, par exemple, sur ce qu'on considère être la gabegie financière de l'aéroport d'Andrézieux, ou la question de la station de ski de Chalmazel, qui nous semble être des dépenses, en tout cas, bien moins importantes et bien moins fondamentales que nos dépenses obligatoires sur le plan social, ou sur l'entretien de nos collèges en particulier, puisque c'est aussi l'un des rôles du département. En 2024, avec une grande région Auvergne-Rhône-Alpes, avec des métropoles qu'on voit de plus en plus, est-ce que finalement ces conseils départementaux
ils vont survivre ou ils vont absorber? Comment vous voyez l'avenir? Et puis à la limite même, si vous avez des idées pour un peu changer le monde, puisque vous faites partie de ces jeunes politiques stéphanois. Oui, alors il faut être modeste dans notre capacité d'agir et dans nos ambitions, mais il faut effectivement avoir de l'ambition et rêver un petit peu pour faire en sorte tout simplement que les choses changent. On a coutume de dire que les utopies d'aujourd'hui sont peut-être les réalités de demain, donc oui, il faut avoir de l'ambition. Les attaques contre les départements, elles sont régulières et j'ai envie de dire très régulièrement les gouvernements successifs, quand ils sont un petit peu en panne d'idées vis-à-vis de la question des institutions, vis-à-vis de la question du rôle des différentes collectivités, remettent sur le tapis la question de la suppression des départements. Moi, je considère que ce serait une erreur fondamentale pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le département, c'est un échelon de proximité. Et dans la période un petit peu compliquée que nous traversons, on a besoin d'avoir des interlocuteurs, que ce soit des élus, que ce soit des institutions, des services publics de proximité vis-à-vis desquels on peut se tourner et avoir une grande réactivité. Parfois, on a l'habitude de dire, par exemple, que la région, c'est très très loin, il y a une inertie dans les processus de décision, il y a finalement un lien qui est parfois très faible avec le territoire. Donc on a besoin de cet échelon de proximité pour la gestion d'un certain nombre de services du quotidien. Je parlais tout à l'heure de la question des collèges, on pourrait parler aussi, par exemple, aujourd'hui l'appréciation de la question des transports. Quand aujourd'hui on a une ligne de transport scolaire entre deux communes de la Loire qui est gérée depuis Lyon, c'est pas forcément le meilleur gage pour la qualité du service rendu et la réactivité quand il faut adapter un certain nombre de choses. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais en tout cas, considérer aujourd'hui que le département ne sert à rien, ce serait vraiment méconnaître le rôle du département, à la fois pour nos concitoyens, mais aussi pour un certain nombre de communes, puisque le département est aussi en soutien financier des projets des communes, notamment pour des investissements. Donc quand dans vos communes, vous voyez construire là un gymnase, ici une salle des fêtes ou autre, il y a bien souvent le département qui vient abonder au financement de ces projets. Donc pour toutes ces raisons, je pense que le département a toute son utilité et son maintien est nécessaire à l'avenir. On en a eu aussi d'ailleurs des illustrations très récentes dans la crise du Covid, où on voit bien que quand personne ne savait quoi faire, où on ne trouvait pas de masque, on ne savait pas comment faire, qui est intervenu en proximité, en rapidité? Ce sont les collectivités locales et en particulier les départements. Voilà, donc, on retient donc que le département, c'est surtout la proximité? La proximité, l'action sociale de proximité, le soutien aux projets des communes et la solidarité entre les territoires, faire en sorte que on puisse finalement avoir des communes dynamiques partout sur le territoire départemental, que ce soit des petites communes, que ce soit de grandes agglomérations. Le département a un rôle à jouer auprès de tous les Ligériens et auprès de tous les territoires ligériens. Alors cette semaine, c'était une semaine politique, puisque nous avions le président de la République qui s'est exprimé longuement à la télévision. Quel est votre regard sur le gouvernement Macron, sur son bilan et ses orientations, puisqu'on dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, on est dans le en même temps. Quelle est la vision d'un jeune élu socialiste, puisque vous êtes au Parti socialiste? Qu'est-ce que vous retirez de cette séquence de notre président Macron? Alors moi, je n'ai jamais été très convaincu et j'ai toujours été très sceptique, c'est le moins qu'on puisse dire, vis-à-vis de la Macronie et de cette logique du « en même temps », dont on voit bien depuis 2017 qu'en fait, il n'y a pas du tout de « en même temps » et que plus le temps passe, on a vraiment une droitisation de la politique qui est conduite. Et le nouveau gouvernement là, qui a été nommé il y a quelques jours rappelle furieusement les années Sarkozy, que ce soit vis-à-vis du casting des personnalités du gouvernement que de la ligne politique qui est conduite. On l'a vu même avec, quand je parlais de cette droitisation, de cette dérive, avec la loi immigration qui a été votée avec le soutien du Rassemblement national il y a quelques semaines, où on a concédé finalement des victoires idéologiques à l'extrême droite. Donc moi je ne vois rien qui ressemble à une politique de gauche dans aujourd'hui les orientations du président Macron. Bon, on a eu une conférence de presse il y a quelques jours, ce qui était un grand exercice d'autosatisfaction du président de la République, qui a rappelé un certain nombre de chantiers, comme si finalement il venait d'arriver au pouvoir, alors que ça fait quand même maintenant 7 ans qu'ils sont en responsabilité. On a eu beaucoup de verbiage, quelques mesurettes, mais sur les sujets
je pense, les plus fondamentaux sur lesquels il était attendu, et en particulier sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de l'insécurité. Honnêtement, il n'y a rien eu de transcendant et on reste sur notre faim. La réalité, c'est que d'ici quelques jours, les Français vont payer leurs factures d'électricité plus cher, les franchises médicales vont doubler. Ça, c'est la réalité du quotidien des Français. Tout le reste, c'était un petit peu de la littérature et finalement un discours d'autosatisfaction et d'entre-soi entre les membres du gouvernement. C'est là où le mot théâtre avait finalement toute sa valeur. Ouais, mais c'était du mauvais théâtre. On parle de la Macronie, ce qui veut dire que si on a bien compris, en 2027, on revient au clivage gauche-droite, non? Ou alors c'est quelque chose qui est complètement... on tourne les pages et on va vers d'autres choses? Non, moi je n'ai jamais considéré que le clivage gauche-droite était effacé et devait l'être. Clivage, c'est un mot qui peut quelque part faire peur, mais le débat d'idées, les oppositions d'idées, dès lors que ça se fait dans le respect des différents points de vue et des divergences, c'est plutôt sain pour notre démocratie. On voit bien là qu'on a quand même aujourd'hui des choix fondamentaux qui sont devant nous et avec des réponses très différentes qui sont apportées par les uns, par les autres. On l'a vu dernièrement, je pense par exemple sur la question des retraites, sur la question du rapport au travail et de la question de la rémunération du travail, sur la société qu'on veut bâtir demain avec la question fondamentale de l'école. Il y a des réponses qui ne sont pas les mêmes entre les différentes formations politiques. C'est pas un problème, je trouve ça sain dès lors qu'on peut en débattre sereinement, sans tabou, sans caricature, et ce qui est malheureusement aujourd'hui trop rare et finalement trop difficile, où dès lors qu'il y a des divergences de points de vue, on a toujours des arguments d'autorité qui arrivent et finalement on n'a pas ce nécessaire débat démocratique, et je pense que ça abîme notre démocratie que d'empêcher ces discussions et l'expression de points de vue différents. Est-ce que vous pensez que par rapport à toutes ces affaires négatives à Saint-Étienne dont on parle depuis presque 2 ans maintenant, est-ce que ça nous amène quelque chose de négatif par rapport à ce gouvernement? Est-ce que quand vous avez des gens qui viennent de l'extérieur et ils vous parlent de Saint-Étienne dans la négative, autant entre ce qui est économique et ce qui est culturel et politique par rapport aux affaires qu'on traverse. Alors c'est une question rhétorique puisque la réponse est évidente. Alors déjà, ça salit l'image de Saint-Étienne. Aujourd'hui, quand on se déplace en dehors du territoire, quand on discute, que ce soit avec des acteurs économiques ou même tout simplement avec des amis partout en France, la première question ou le premier sujet de discussion, c'est « Ah oui, vous êtes de Saint-Étienne, c'est là où vous faites du cinéma, vous faites des vidéos, vous faites des sextapes, etc. » Donc on est ridiculisé à l'échelle nationale. Finalement, on vient tuer avec cette affaire plus de 10 ans de campagne, de communication, de valorisation, de marketing territorial, c'est le terme à la mode, où aujourd'hui n'importe qui tape Saint-Étienne sur n'importe quel moteur de recherche va tomber sur des dizaines et des dizaines de pages sur une affaire sordide, l'affaire Perdriau, avant de trouver quelque chose qui parle tout simplement de Saint-Étienne. Donc ça, sur le plan de l'image, l'effet est désastreux. Et puis sur le plan politique, sur le plan institutionnel, on voit évidemment les conséquences aujourd'hui. C'est que la ville de Saint-Étienne et le territoire de Saint-Étienne est isolé sur le plan institutionnel et aujourd'hui persona non grata vis-à-vis d'un certain nombre de partenaires naturels de la ville de Saint-Étienne. Je pense au département, on en parlait tout à l'heure dans le cadre du soutien à un certain nombre de projets. Je pense vis-à-vis de la région. Et pour cause, puisque le président de la région avait été aussi la cible d'injures et de propos calomnieux de la part du maire de Saint-Étienne, et puis aujourd'hui surtout vis-à-vis du gouvernement, où la ville de Saint-Étienne et son premier représentant, le maire de Saint-Étienne, n'est plus crédible, n'est plus audible et n'est plus en capacité de peser dans les discussions, dans les différentes négociations qu'il peut y avoir pour obtenir là tel ou tel arbitrage favorable à la ville de Saint-Étienne. On est complètement discrédité, on s'isole et ça effectivement on en paye d'ores et déjà les conséquences au quotidien. Si on voulait se ramener à une expression de football, on est un peu Saint-Étienne sur le banc de touche pour l'instant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que non seulement on a été relégué en 2e division sur le plan institutionnel, mais on est effectivement sur le banc de touche, voire bientôt sans club, parce que personne finalement ne veut discuter avec nous. Tout ce qui
concerne de près ou de loin la représentation institutionnelle de Saint-Étienne, c'est devenu toxique. On le voit d'ailleurs dans le cadre de l'affaire Casino, qui est aujourd'hui un des sujets majeurs de l'année 2024 et qui nous inquiète beaucoup. On aurait besoin plus que jamais d'une ville qui soit en capacité d'être audible, d'être crédible, de taper du poing sur la table, de peser dans les différentes discussions, d'être au moins l'un des acteurs clés autour de la table. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que personne, hormis voilà, peut-être quelques rares élus locaux, mais personne ne veut être assis à côté de Gaël Perdriau à une table de discussion. Vous avez été candidat, vous, en 2020. La prochaine échéance, c'est en 2026, donc on est dans 2 ans, à peu près. Hein. Je crois que c'est au mois de mars. Est-ce que vous auriez imaginé qu'il allait se passer toutes ces choses ? Non, pas du tout, parce que effectivement, quand j'avais eu le plaisir de conduire le projet et la liste Saint-Étienne demain au municipal 2020, on n'imaginait pas du tout comment ce mandat allait se dérouler. Alors je rappelle que cette élection s'est déroulée dans un contexte particulier puisque on a été voilà en pleine période de Covid avec un deuxième tour qui a eu lieu plus de 3 mois après le premier, dans un contexte où beaucoup de personnes n'ont pas pu ou n'ont pas voulu se rendre aux urnes. On a eu quand même un taux de participation à Saint-Étienne historiquement bas, je crois 28% de participation au deuxième tour. Néanmoins, il y a eu un verdict des urnes, et ça, il faut respecter le verdict démocratique. Nous, on avait dit qu'on continuerait à défendre nos idées, nos convictions, notre manière de faire de la politique. C'est ce que je crois que nous faisons aujourd'hui dans l'opposition, une opposition qui n'est pas systématique, qui n'est pas dogmatique, mais qui est vigoureuse et rigoureuse, qui est exigeante, qui défend finalement la parole des quelques 42% de Stéphanois qui nous ont fait confiance. Et puis aussi, aujourd'hui, naturellement, on se retrouve à défendre aussi une certaine éthique publique, un certain nombre de valeurs au-delà des idées politiques des uns et des autres, vis-à-vis d'une situation qui est inédite et qui est historique à Saint-Étienne, avec, pour la première fois dans l'histoire de la ville, un maire qui est mis en examen, avec une situation qui est vraiment extraordinaire au sens premier du terme. Et on se retrouve finalement à se battre davantage pour l'image de Saint-Étienne, pour l'honneur de notre ville, par rapport à la situation dans laquelle M. Perdriau enferme notre territoire. Si on met l'affaire de côté, si vous aviez été élu en 2020, en quoi votre mandat aurait été différent ? Parce que nous avions un projet politique radicalement différent, avec 3 piliers que nous avions présentés, qui étaient à la fois la question, on va dire, d'une action sociale réelle vis-à-vis d'une ville dans laquelle on a un foyer sur 3 qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc il y a une demande sociale qui est extrêmement forte dans notre ville. On avait aussi des propositions fortes en termes de sécurité, qui est, je pense, aussi un des sujets de préoccupation majeure des Stéphanoises et des Stéphanois, avec notre projet d'ouvrir des antennes de police municipale dans les quartiers. On avait aussi un certain nombre d'engagements sur le plan démocratique, et je pense que là, dans la période qu'on traverse, on en aurait véritablement besoin. C'est-à-dire que nous, on s'était engagé à redonner la parole aux Stéphanoises et aux Stéphanois au-delà des élections, au-delà des cycles électoraux, mais sur un certain nombre de sujets majeurs, sur un certain nombre de grands choix. Des conseils de quartier ou des référendums ? Non, alors des conseils de quartier, ça j'ai envie de dire, c'est le minimum vital aujourd'hui dans une démocratie. Aujourd'hui, on voit bien d'ailleurs qu'on a des conseils de quartier qui c'est de la fumisterie la plus complète. Non, nous on parlait de référendums locaux, de votations citoyennes, de budget participatif, donc vraiment des éléments innovants, et en tout cas innovants à l'échelle de la ville de Saint-Étienne en termes de pratiques démocratiques. Et puis on avait aussi cette idée forte autour de la gratuité des transports en commun, qui avait été raillée et qui devient une réalité, voilà, dans un certain nombre de territoires, et en particulier l'agglomération de Montpellier, où le maire, qui est un ami d'ailleurs, Michael Delafosse, est en train de réaliser cet engagement de campagne, puisque depuis le 1er janvier 2024, la gratuité des transports en commun est totale sur l'ensemble du réseau de transport de l'agglomération Montpellier-Rennes. C'est une grande fierté pour ce territoire, et qui sera peut-être une réalité aussi un jour sur notre territoire, parce que c'est vraiment une idée d'avenir. Quand on parle aux responsables un peu, j'allais dire, entre guillemets, de droite, ils vous disent toujours qu'il n'y a rien qui n'est gratuit, et forcément il y a quelqu'un qui paye. Donc comment on paye ce transport gratuit ? On avait présenté un certain nombre de mesures pour rendre possible ce financement des transports en commun gratuits, avec un certain nombre, 3 piliers, pour résumer. Il y avait un certain nombre d'économies de fonctionnement qui étaient proposées. Il y avait une augmentation du versement mobilité des entreprises, et puis aussi un certain nombre de réorientations de choix politiques au niveau de la métropole. C'est effectivement un financement important
important. Et quand on dit c'est gratuit pour l'usager, effectivement, ce n'est jamais gratuit puisqu'il y a quelqu'un, qu'il y a toujours quelqu'un qui paye derrière. Mais c'est comme pour l'ensemble des services publics. Aujourd'hui, quand vous mettez vos enfants à l'école publique, c'est gratuit. Et pour autant, ça a bien un coût. On le finance par la solidarité, par la contribution, par les impôts. Donc c'est effectivement après des choix qui sont effectués. Mais en tout cas, c'était une mesure qui était transversale pour notre territoire puisque c'était à la fois une manière de répondre à une urgence sociale, celle du pouvoir d'achat. C'est important aussi de pouvoir rendre du pouvoir d'achat aux usagers des transports en commun. Une urgence écologique vis-à-vis de la place de la voiture en ville et de la capacité que nous avons à inciter nos concitoyens à utiliser d'autres modes de transport. Et puis c'était aussi une manière de soutenir notre commerce de proximité qui souffre beaucoup à Saint-Étienne. Partout où les transports en commun ont été mis en place gratuitement, c'est-à-dire partout où il y a la gratuité des transports en commun, il y a eu une explosion du chiffre d'affaires des commerçants, tout simplement parce que le centre-ville devient beaucoup plus attractif. Et puis surtout, il y avait aussi une question d'image du territoire, de valorisation de l'image du territoire. On parle beaucoup de ce qui se passe à Montpellier aujourd'hui. On aurait pu parler de la même manière de ce qui se passe à Saint-Étienne avec cette mesure innovante. J'aurais préféré qu'on parle de Saint-Étienne pour la gratuité des transports en commun plutôt que pour des affaires de sextape. Un programme concret qui finalement peut être mis en place dans 2 ans. Est-ce que Oui. vous allez repartir et est-ce que c'est compatible dans une ville? J'ai peut-être la réponse, hein, mais on a vraiment au niveau national comment dire, pas des tensions, mais des écarts entre les socialistes, les écologistes aujourd'hui et la FI, les LFI qui sont partis dans un autre sens, quoi. Alors, on verra de quoi l'avenir sera fait. Et puis, il ne s'agit pas de faire de la langue de bois, etc. Dire simplement, effectivement, moi j'ai été candidat la dernière fois, je continue d'être l'un des principaux, si ce n'est le principal opposant à Gaël Perdriau dans la période actuelle. Donc évidemment, je vais m'investir d'une manière ou d'une autre à 200% dans les prochaines échéances municipales. Il va falloir d'abord aussi travailler effectivement avec un certain nombre de forces qui ont envie de tourner la page du système Perdriau à Saint-Étienne, travailler aussi à un projet pour le territoire, mais peut-être aussi avec d'autres orientations, non pas d'autres convictions et d'autres orientations politiques, mais avec peut-être la nécessité de se dire, voilà, si on veut véritablement tourner la page d'une période difficile pour Saint-Étienne, il faudra arriver à fédérer un certain nombre de forces qui aujourd'hui ne sont pas, comme vous l'avez dit, en capacité de travailler ensemble. Si on veut bâtir le Saint-Étienne de l'après-Perdriau, il y aura déjà des questions de déontologie, de morale, d'éthique publique qui vont intervenir en premier lieu. On verra déjà aussi si Gaël Perdriau sera candidat à sa succession ou s'il sera empêché sur le plan judiciaire de le faire. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus dans l'équation, mais oui, avec l'équipe de Saint-Étienne Demain, qui est d'ailleurs, je le rappelle, une équipe qui dépasse les appareils politiques, les formations, les partis politiques, qui est une association de large rassemblement. On est déjà au travail pour mettre sur pied un projet de redressement de la ville de Saint-Étienne, de redressement financier, parce que la situation financière à Saint-Étienne aujourd'hui est catastrophique et on va le voir encore plus précisément dans les jours qui viennent. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ferment et puis même sur la gestion financière de la ville, on a vraiment des signaux qui sont extrêmement alarmants et de très mauvaises nouvelles qui vont être annoncées dans les prochains jours. Et puis peut-être aussi un projet finalement de redressement de l'image et de salubrité publique quelque part vis-à-vis de la boue dans laquelle Gaël Perdriau nous traîne depuis maintenant 1 an et demi. Sans être Nostradamus, est-ce que Saint-Étienne, d'après ce qu'on sait depuis mon expérience de 50 ans, finalement c'est une ville qui se gagne au centre? Je sais pas où elle se gagne. En tout cas, je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui à Saint-Étienne, quelles que soient les convictions et les orientations politiques et on va dire les partis ou les convictions intimes, ont envie de tourner la page d'un système mafieux qui fait aujourd'hui beaucoup de mal à la ville de Saint-Étienne sur le plan de l'image, sur le plan économique. Et il faudra que des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble trouvent des manières de faire en sorte qu'on puisse véritablement restaurer l'honneur de Saint-Étienne. J'ai envie de dire que ça sera l'un des principaux enjeux, je pense, du prochain scrutin. Comment on encaisse au niveau personnel pas un échec, parce que c'est peut-être pas le mot, il est peut-être trop fort, mais comment on encaisse une défaite au soir d'une élection, quand on est battu aux élections municipales? Alors on a parlé d'histoire de Covid et de 3 mois, ok. Il y a eu aussi cette élection législative. Comment vous avez encaissé le fait de... Finalement, tout le monde à Saint-Étienne voyait Pierrick Courbon, le nouveau député, et puis finalement, il y a eu là aussi un imbroglio, on va pas rentrer dans la polémique, mais moi je vais le dire, vous avez fait un peu tous n'importe quoi.
Et résultat, c'est quelqu'un qui finalement n'aura pas dû gagner, qui est député aujourd'hui. Donc comment vous le vivez ? Ah ben, je le vis toujours difficilement et ça reste une expérience voilà, extrêmement douloureuse parce que je considère que ce qui s'est passé aux législatives est une grande injustice voilà, sur le plan personnel, mais plus grave encore, on a tiré une balle dans le pied finalement de ces territoires avec l'élection inattendue d'un député macroniste qui est aujourd'hui finalement le premier ambassadeur de la politique de casse sociale d'Emmanuel Macron et qui n'apporte pas grand-chose sur le territoire. Alors voilà, on le vit douloureusement, c'est la politique dans ce qu'elle a de plus... voilà, de moins noble, on va dire, avec des choix d'appareils politiques qui se décident à Paris et qui font effectivement qu'on arrive finalement à balayer 15 ans d'investissement sur un territoire. Donc c'est effectivement fort regrettable. Moi, je regrette pas, ou en tout cas, je regrette les circonstances, mais malgré tout, il était important de pouvoir défendre une manière de faire de la politique sur ce territoire-là, avec un score qui reste voilà, tout à fait honorable pour une candidature à l'époque qu'on avait portée finalement sans étiquette vis-à-vis d'un certain nombre d'investitures que nous n'avions pas obtenues, avec plus de 21%, je crois qu'il est un des meilleurs scores au niveau national pour une candidature sans étiquette, qui permet de semer des graines pour l'avenir. Et puis surtout, moi je pense que ce que me disent les électeurs et les électrices sur le territoire, c'est que je n'ai pas abandonné le terrain, je n'ai pas lâché, je continue d'être actif, de défendre ce territoire, de défendre ses habitants à travers mes responsabilités d'aujourd'hui. Ça, c'est ma marque de fabrique et effectivement, les échecs, ça renforce, on apprend aussi de ses erreurs et puis on se relève plus fort et on retourne au combat. Au final, ça donne encore une image négative parce que ça motive les gens à ne plus aller voter puisque la décision des Stéphanois et des gens de la circonscription, elle est prise à Paris. Et là, personne ne comprend pourquoi à Paris on décide qu'un tel sera dans la première, l'autre dans la deuxième. Oui, ça c'est de la... À mon point de vue, je le répète, et c'est peut-être l'âge, mais c'est du grand, n'importe quoi. Oui, ça c'est de la tambouille d'appareils politiques. Alors c'est pas nouveau, c'est pas la première fois, c'est probablement malheureusement pas la dernière. Et effectivement, ça coupe encore un peu plus nos concitoyens de la relation de confiance qu'ils ont besoin d'avoir avec un certain nombre d'acteurs publics et de leurs élus en proximité. Bon, j'ai envie de dire, ça c'est un épisode douloureux, mais aujourd'hui, je pense que ce qui fait plus de mal à la démocratie à Saint-Étienne, c'est ce qui se passe depuis 18 mois dans notre ville, où on a un maire qui est mis en examen, dont plus personne ne veut, où on a même des citoyens qui nous disent « mais il est encore là, comment c'est possible qu'il soit encore en responsabilité ?» Et ça abîme véritablement la démocratie. Moi, je vous coupe, mais j'ai beaucoup de gens qui me disent encore qu'il a fait du super boulot et qu'on lui doit tout à Saint-Étienne. Il paraît qu'il y a une statue qui est en train d'être construite. L'un n'empêche pas l'autre, et aujourd'hui, la situation dans laquelle on se trouve ne remet en rien l'appréciation que les uns et les autres peuvent porter sur ce qui a été fait depuis 10 ans. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disons à Gaël Perdriau et sa majorité, c'est qu'avec leur attitude aujourd'hui jusqu'au boutiste, ils en viennent à salir leurs propres réalisations, y compris certains aspects positifs de leur travail. Finalement, ils viennent le casser par leur attitude aujourd'hui qui consiste tout simplement à faire passer les intérêts de Gaël Perdriau, les intérêts personnels de Gaël Perdriau, avant les intérêts de Saint-Étienne et du territoire. Et ça, je pense que beaucoup d'habitants de Saint-Étienne ne le comprennent pas et ne le pardonneront pas. Vous qui êtes un proche, pas politiquement, mais qui le côtoyez assez régulièrement, comment vous comprenez le fait qu'il ne veut pas démissionner? Parce que on n'est pas du tout proche, on n'a aucune relation informelle, etc. Non plus, on n'est pas proche du tout dans le travail, puisque justement, on a un fonctionnement institutionnel anormal à Saint-Étienne et on n'a même pas la courtoisie républicaine minimale entre une majorité et une opposition. On a des tensions qui sont extrêmement vives, on a beaucoup de mépris, on a beaucoup d'agressivité et d'attaques personnelles qu'on ne retrouve dans aucune autre collectivité dans lesquelles moi j'ai pu siéger ou travailler. Je fais bien le distinguo entre ce qui relève des joutes verbales de l'opposition parfois un peu rugueuse, de véritablement du jeu politique, de ce qui se passe aujourd'hui à Saint-Étienne. Il faut vraiment que nos concitoyens entendent que non, la politique c'est pas ça.
Non, les politiques ne sont pas tous comme ça. Non, la politique, ce ne sont pas que des coups bas, que des magouilles, que des affaires, que du détournement de fonds. Il y a, je pense, une immense majorité d'élus locaux, quelle que soit leur étiquette politique, qui donnent de leur temps, de leur énergie sans compter parce qu'ils croient en ce qu'ils font. Et c'est là où, véritablement, ce qui se passe à Saint-Étienne aujourd'hui est grave parce que on casse finalement ce dernier lien de confiance qui peut y avoir. Et c'est pour ça que je suis très inquiet pour l'avenir parce que tous celles et ceux, et notamment dans la majorité, qui disent finalement que cette affaire profite à l'opposition. Non, elle profite en particulier à l'abstention et au vote extrémiste. Et véritablement, personne n'a rien à gagner dans cette situation. En tout cas, sans être partisan, la justice fera son travail. Oui, et on aimerait qu'elle le fasse vite, quelle que soit la décision, parce que voilà, on est empêtré dans cette affaire depuis 1 an et demi. Et malheureusement, il y a de fortes chances que cette situation dure encore de longs mois et le mal qui est fait au territoire risque, plus le temps passe, risque d'être irréversible. Un dernier sujet, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le commerce. Alors en 2 points, on a de plus en plus de magasins qui ferment à Saint-Étienne, malgré des chiffres qui disent qu'il y a plein de gens qui sont contents et qu'il y en a qui ouvrent, mais ça c'est normal, hein. Ça ouvre, ça ferme. Enfin, quand on se promène dans les rues, ça fait un petit peu peur. Exactement. Et puis il y a également cette histoire de casino. Alors j'avoue que je ne suis pas très très fort en finance et que c'est difficile à comprendre, mais on voit qu'on est en train de brader casino et que beaucoup d'emplois vont disparaître. Comment là aussi vous voyez les choses et comment on fait aussi? Moi j'ai critiqué à une époque le style. Récemment j'ai pris un bon retour dans les dents parce que j'avais dit mon opinion. Donc je vais continuer de donner mon opinion. Moi je ne pense pas que ce soit le style qui ait fait du mal au commerce de Saint-Étienne, parce qu'on voit que c'est dans toutes les villes. Hein. Mais est-ce qu'il y a des solutions? On parlait tout à l'heure du transport gratuit, c'était une chose sympathique et intéressante. Mais le commerce, on fait quoi? Moi je vois des jeunes de 20 à 30 ans, ils me parlent que d'Internet, ils commandent par Internet, ils ne vont pas dans les boutiques. Alors, il y a effectivement des difficultés sur le plan du commerce dans les villes qui ne sont pas propres à Saint-Étienne et on a aujourd'hui la question de la désertification commerciale des centres-villes. C'est un sujet effectivement national. Néanmoins, à Saint-Étienne, on est extrêmement mal classé. Il y a eu une étude menée par un certain nombre d'organes de presse il y a quelque temps qui disait que Saint-Étienne est la 2e ville la plus mal classée en termes de taux de vacances commerciales après de mémoire Perpignan. Alors, il y a effectivement des facteurs qui échappent au seul territoire. On a parlé de l'essor du e-commerce, etc. Et puis, il y a des balles dans le pied qu'on se tire ou qu'on ne se tire pas. Quand, à contre-courant de ce qui se passe partout en France, on a continué à Saint-Étienne en 2020 à construire un mall à l'américaine avec style en totale contradiction avec la promesse initiale, à savoir uniquement des grandes surfaces commerciales, aucune concurrence avec des activités qui existent en centre-ville et puis surtout voilà, que des enseignes nouvelles. On s'aperçoit aujourd'hui que cette promesse n'a pas été tenue, qu'on a un certain nombre d'activités commerciales du centre-ville qui ont déménagé à Style. On a d'ailleurs aussi un certain nombre d'enseignes qui ont fermé en centre-ville parce que des enseignes concurrentes étaient arrivées à Style. Donc on s'est véritablement tiré une balle dans le pied. Et puis au-delà de Style, parce que maintenant voilà, il est là finalement, il y a qu'est-ce qu'on fait pour rendre notre centre-ville et finalement nos commerces attractifs en centre-ville et dans nos quartiers. Et là ça passe par une politique municipale extrêmement volontariste sur un certain nombre de sujets. On a parlé de sécurité, d'insécurité, de sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, vous interrogez beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur de Saint-Étienne, ils disent ne plus vouloir venir en centre-ville, tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité, à tort ou à raison d'ailleurs, mais le soir quand ils repartent. On a la question de la propreté, on a la question les parkings aussi. La question de la tarification du stationnement, mais moi, plutôt que de faire revenir des voitures en centre-ville, je préférerais qu'on multiplie les manières d'entrer dans le centre-ville avec des modes de transport non polluants, d'où les propositions qu'on avait formulées sur la question des transports en commun. Il y a aussi des questions, par exemple, de piétonisation d'un certain nombre de rues. Alors, c'est quelque chose qui ne plaît pas forcément, on va dire, de prime abord aux commerçants, mais pour autant, partout où on a piétonisé des artères commerciales, on a eu des chiffres d'affaires de commerçants qui se sont envolés. Et puis, on a aussi besoin, on va dire, véritablement d'un travail de l'ensemble des acteurs du commerce, des chambres consulaires, de la collectivité locale, d'un certain nombre de spécialistes des affaires commerciales. Aujourd'hui, je rappelle la situation aussi de la principale association de commerçants de Saint-Étienne, côté Saint-Étienne, avec là encore de l'argent public qui s'est évaporé, qui a disparu, qui aurait été pour autant bien utile pour mettre en place un certain nombre d'initiatives. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites à l'envers
vert à la ville de Saint-Étienne en termes d'action commerciale, d'action politique au service du commerce de proximité. Et effectivement, malgré tous les discours de satisfaction et de méthode Coué qu'on peut entendre de la part de l'équipe municipale, la réalité, c'est quand on se balade aujourd'hui dans les principales artères commerciales de Saint-Étienne, que ce soit la Grand Rue, que je pense la rue de la République, la rue de la Résistance, etc., on voit bien qu'on a de plus en plus de rideaux qui ferment. Là, on a quand même aujourd'hui vraiment des situations extrêmement inquiétantes au niveau des commerces de textiles et d'habillement. On est ici pas très loin de la place d'Orient où on a aussi beaucoup de turnover. Donc la réalité, quels que soient les chiffres, c'est qu'on voit bien que on a beaucoup de vacances commerciales à Saint-Étienne. On pourrait parler aussi des anciens locaux d'H&M, puisqu'on là on est sur la question d'une locomotive commerciale majeure pour le centre-ville. Ça fait des années qu'on nous dit qu'il y a des prospects qui se bousculent au portillon, que les opportunités sont nombreuses et le local reste toujours désespérément fermé. Il y a eu les halles qui ont été à un moment une véritable bouffée d'oxygène. Il semblerait qu'aussi certains commerçants commencent à y tirer sérieusement la langue, quoi. Il y a quand même un bon point, c'est que je trouve, à mon sens, c'est que Centre 2 est en train de bouger et Primark est une des locomotives qui a fait revivre un peu ce lieu. Il y a une belle rénovation et on a l'impression qu'il y a un second souffle qui arrive du côté de Centre 2. Oui, et la différence entre Style et effectivement Centre 2, c'est que Centre 2, on est sur un centre commercial qui est, alors si ce n'est en cœur de ville, mais enfin en tout cas qui est vraiment, qui n'est pas dans la périphérie de Saint-Étienne, qui est accessible en particulier en tram, etc. Et quand on est à Centre 2, à pied, on peut aller accéder à d'autres rues, d'autres commerces, à d'autres rues commerçantes, ce qui n'est pas du tout le cas d'un centre commercial en périphérie comme Style. Alors il y a eu effectivement un bon coup de toilettage qui a permis l'arrivée d'un certain nombre de nouvelles enseignes. Moi, je suis, à titre personnel, un peu mitigé sur ce que fait Primark par rapport à cette question finalement de mode jetable où on va acheter, etc. C'est un autre débat, donc je rentre pas là-dedans. Il n'en reste pas moins qu'on a quand même de sérieux problèmes de sécurité aux abords de Centre 2, et c'est un sujet aussi qui devra être pris à bras-le-corps dans les mois et les années qui viennent. On termine avec Casino, donc est-ce que vous l'avez vu venir aussi? Ça fait longtemps qu'on entendait des rumeurs, mais on n'imaginait pas une telle proportion. Alors Casino, pour ne rien vous cacher, lorsque j'étais assistant parlementaire et que je travaillais en particulier avec Régis Juanico, quand il était député de la première circonscription, dès 2019, nous avions travaillé avec l'intersyndicale qui alertait depuis donc de nombreuses années, ça fait plus de 5 ans maintenant, sur finalement le risque que faisait peser la dette abyssale du groupe sur l'avenir tout simplement des enseignes, des magasins et même de la marque Casino. Il y avait un certain nombre d'alertes qui avaient été lancées par des organisations syndicales, relayées par un certain nombre d'élus vis-à-vis du ministère de l'économie et des finances, vis-à-vis de la direction de Casino. Et à chaque fois, on avait des réponses qu'on pourrait d'ailleurs regarder aujourd'hui a posteriori avec finalement et en rire jaune, où on était très rassurant, tout va bien, ne vous inquiétez pas, etc. Encore au mois de juin, lorsqu'on tirait la sonnette d'alarme à Saint-Étienne Métropole et au conseil municipal de Saint-Étienne, on avait une vice-présidente à l'économie qui nous disait qu'il ne fallait pas être dans la sinistrose et qu'il était ahurissant de parler de sauvetage de Casino. Et au mois de juin encore, Gaël Perdriau louait le caractère visionnaire de Jean-Charles Naouri. Aujourd'hui, la situation elle est catastrophique, où on sait que malheureusement le démantèlement du groupe Casino semble aujourd'hui quasiment inéluctable et qu'il va y avoir plusieurs centaines, pour ne pas dire plusieurs milliers d'emplois qui vont être détruits, beaucoup de familles à Saint-Étienne et dans la Loire qui vont se retrouver sur le carreau parce que l'avenir du siège est véritablement menacé et même si il est maintenu, il ne faut pas que ce soit une coquille vide et on voit bien que si aujourd'hui on a l'intégralité des magasins, des hyper et des supermarchés qui sont vendus, on aura bien du mal à maintenir une activité digne de ce nom au siège à Saint-Étienne. Donc malheureusement, c'est quasiment un nouveau Manu France qui risque de se jouer dans les semaines et les mois qui viennent. Manu France a totalement disparu. J'ai lu que le mania tchèque, là, je le dis peut-être mal, Kretinsky, allait reprendre le groupe, mais il va rester quoi? Monoprix, il va rester quoi? Ça fait partie des sujets aujourd'hui qui sont en cours de discussion avec les repreneurs, avec aussi, je l'espère, voilà, l'intersyndicale et les pouvoirs publics. Mais en tout cas, il va pas rester grand-chose. Effectivement, les magasins de proximité, mais ça ne suffira pas à maintenir les 2000 emplois qu'on a aujourd'hui au siège. Et puis, il y a toutes les activités annexes et connexes, les activités de logistique. On a beaucoup d'entrepôts, en particulier dans la plaine du Forêt, sur le secteur d'Andrézieux.
Et puis, ce dont on ne parle pas assez, c'est toutes les activités de sous-traitance liées à Casino. Donc c'est pour ça que ce qui se joue dans les prochains jours et les prochaines semaines est extrêmement important pour finalement, quelque part, l'activité économique de notre territoire. Parce que s'il faut se retrouver demain avec plus de 1000 ou 1500 salariés sur le carreau, ça va être un coup dur terrible porté à l'économie locale. On n'a pas parlé de Saint-Étienne, la ville du design. Est-ce que l'avenir de Saint-Étienne, pas grand-chose à dire. J'ai entendu qu'il y avait un gros trou là aussi. Ah bah, ça fait partie effectivement de la gestion erratique d'un certain nombre de dossiers par l'équipe municipale actuelle, dont l'un des adjoints qui est également président de la Cité du Design s'est réveillé un beau matin avec un déficit assez colossal qui a été renfloué par Saint-Étienne Métropole. Il y a aussi des affaires d'ordre juridique à la Cité du Design. Bon, il semble que les choses avancent vers, on va dire, un assainissement de toutes ces problématiques avec une séparation des budgets pour séparer le budget de l'école supérieure d'art et de design de l'activité de la cité du design. En tout cas, moi, je maintiens la position qui a toujours été la mienne sur la question de la Cité du Design, que j'ai d'ailleurs assumée lors des élections municipales de 2020, c'est qu'il faut trouver dans les années qui viennent des solutions pour rendre cet établissement moins dépendant, moins gourmand en argent public, puisque c'est quand même plusieurs millions d'euros par an de subventions de Saint-Étienne Métropole. Et au regard aujourd'hui, finalement, de l'utilité sociale et territoriale de la Cité du Design et surtout au regard de l'appropriation populaire de la Cité du Design par les Stéphanoises et les Stéphanois, on est en droit de questionner en tout cas l'utilisation de tant d'argent public pour la Cité du Design. Merci beaucoup Pierrick Courban. Merci à vous. Et puis on se revoit pour parler de l'actualité et puis pour voir si ce territoire stéphanois relève la tête. On espère et on va tout faire pour. Merci beaucoup. Merci.